Bonjour Benoît Lépinal, je rappelle pour les lecteurs de la pensée que vous êtes prof agrégé en lycée en Dordogne et que vous réalisez une thèse sur laquelle vous pourrez dire un mot dans un instant sur l'essor de la psychologie en France. Euh, euh, Nous avons, la pensée a sorti il y a 5 ans un numéro Psychologie de l'enfant dans lequel il était notamment question de Vygotsky, de Malraux et de quelqu'un dont s'est beaucoup inspiré Malraux, à savoir Henri Vallon. Et il y avait un article notamment de Régis Ouvrier-Bonas sur la question. Et 5 ans plus tard, dans le tout nouveau numéro de La Pensée qui est sorti il y a quelques jours, vous avez vous-même écrit un article au sujet de l'œuvre d'Henri Vallon. Et alors, première question, Henri Vallon est un nom très connu puisqu'on a donné son nom avec celui de Paul Langevin à beaucoup d'écoles, mais derrière le nom qui est très connu, il y a une œuvre qui est relativement méconnue, en particulier en psycho. Et donc, c'était ma première question. De quoi s'agit-il? Oui, bah, alors déjà, évidemment, merci beaucoup. Et puis, merci de l'opportunité qui m'a été donnée de publier dans la revue. Et je précise que moi, le numéro 391 de 2017 avait été déterminant pour me motiver dans cette entreprise de recherche parce que j'ai compris qu'il y avait matière, puisque il y avait quand même un champ qui était travaillé. Mais ça, bah, c'est relativisé effectivement, comme vous le dites bien, hein, par la relative, on va dire, minoration, hein. Le nom de Vallon, il est connu, comme vous l'avez rappelé, parce qu'il est associé au plan Langevin-Vallon. Et donc, on a vaguement une idée que c'est une réforme très importante de l'enseignement, qui n'a jamais vraiment abouti, etc. etc. Mais peu de gens, évidemment, connaissent son œuvre de psychologue de l'enfance ou de théoricien de l'éducation ou d'orientation scolaire et professionnelle. Un exemple très simple, si on le compare par exemple à Piaget, qui fut l'un de ses grands interlocuteurs et avec lequel il va entretenir une longue controverse, hein, respectueuse mais durable, on va dire, ben, l'écart est flagrant, puisque Piaget, lui, a bénéficié, on peut dire, d'une certaine aura dans le milieu de la psychologie de l'enfant, à laquelle n'a pas eu droit Vallon. Alors, bien sûr, on pourrait multiplier les éléments d'explication hein, pour savoir pourquoi c'est le cas. Euh, Certains disciples de Vallon, notamment Zazo, hein, disent que c'est en raison de ses orientations politiques, hein. Vallon n'a jamais caché son ralliement au marxisme. Il s'est revendiqué explicitement de ce qu'il appelle le matérialisme dialectique, il a appartenu au cercle de la Russie neuve, il a aussi dirigé les collectifs à la lumière du marxisme, et enfin, évidemment, il a aussi fait partie de ces intellectuels qui ont intégré l'université ouvrière, euh, et notamment avec Georges Politzer aussi. Mais à mon avis, il y a aussi une autre raison, qui est peut-être plus interne à la théorie de Vallon, hein, bah, c'est que la psychologie génétique, sociale, comme l'appelle Malrieux, qu'il a mise au point, en fait, ne cadrait pas historiquement après avec ce que va devenir la psychologie universitaire et son enseignement, alors que, par exemple, celle de Piaget, et notamment avec ses rapprochements avec la théorie cybernétique, se prête beaucoup mieux et plus en phase avec la progression du paradigme cognitiviste, qui est aujourd'hui assez dominant en psychologie, en tout cas à l'université. Donc évidemment, il y a des raisons, on va dire, théorico-politiques, hein, puisque on aura toujours tendance, si on privilégie plutôt les mécanismes de cognition ou à, euh, à extraire l'individu de son milieu, à l'abstraire des déterminants sociaux qui pèsent sur lui. Euh, et évidemment, bah, là-dessus, la théorie de Vallon est plus audible. Alors bien sûr, c'est à relativiser, bah, comme tu le rappelais très bien en introduction, avec le travail que vous faites, vous, à la pensée, les travaux d'Émile Jallet, les travaux de Jean-Yves Rochex, bien sûr, ou de Serge Netine, qui ont chacun à leur manière montré la très grande fertilité hein, de l'approche wallonienne. Euh, et mon idée, avec l'article, hein, ce que je voulais montrer, j'ai oublié de citer aussi Régis Ouvrier-Bonas, bien sûr, hein, avec cet article, je voulais montrer que si évidemment Vallon est encore pertinent pour la psychologie, hein, et Émile Jallet d'ailleurs va jusqu'à dire que euh, vu ce qu'est devenu la psychologie, hein, on devrait relire Vallon et que ça permettrait sans doute de sortir la psychologie contemporaine de pas mal d'impasses épistémologiques. C'est aussi important en fait pour la philosophie de redécouvrir Vallon, hein, parce que moi, la thèse que j'ai entreprise, bah, c'est une thèse en philosophie, en histoire de la philosophie, hein, parce que sa théorie de la genèse sociale du psychisme hein, et de la dialectique entre l'individuel et le milieu dans la psychogénèse, ben, c'est l'occasion en fait de repenser des problèmes fondamentaux en philosophie, notamment la genèse des grands concepts de la philosophie du sujet, hein, que ce soit la conscience, l'inconscient,
etc. Mais c'est aussi l'occasion de redécouvrir, à mon avis, des approches originales du marxisme et qui ont, j'en dirai un mot à la fin de cet entretien, qui ont été un peu minorées, en fait, comme Vallon lui-même. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est à la fois une œuvre pas encore assez connue, mais il faut tout de même souligner que depuis 5 ans, ou peut-être même un peu plus maintenant, il y a quand même il y a un vrai renouveau, quoi. Et là, c'est vraiment un cas où la philosophie a tout intérêt à se mettre à l'école de la psychologie et de ses développements les plus récents, quoi. Alors justement, vous avez commencé à me dire un mot, mais quelle originalité, quelle utilité de ce que propose Vallon pour penser aujourd'hui le développement de l'être humain? Euh, la grande originalité pardon, de Vallon, et c'est même parfois ce qui lui est reproché, c'est d'avoir cherché, à mon avis, à unifier l'approche du psychisme individuel en pensant conjointement les aspects les plus physiologiques ou les plus biologiques et les aspects sociaux de ce qu'on peut appeler la psychogénèse, c'est-à-dire le processus de formation et de développement du psychisme individuel. Euh, et ça, à mon avis, c'est quelque chose de complètement novateur. Et le fait qu'il se revendique ensuite d'une méthode dialectique pour penser ses interactions, et donc pour dépasser les contradictions que va rencontrer l'individu dans la genèse de son psychisme, à mon avis, c'est tout à fait fondamental. Si Vallon est psychologue de l'enfance, il le dit lui-même, c'est parce que l'enfant, quand on prend l'enfant tel qu'il est, toutes les grandes notions psychologiques que l'on tient habituellement pour acquises, et comme parfaitement comme allant de soi, ne sont même pas encore formés ou sont à un état tout à fait embryonnaire. Mais alors, du coup, dans cette investigation, parce qu'il y a d'autres manières de faire de la psychologie de l'enfant, la grande force de Vallon avec ce point de départ-là, c'est que d'une certaine manière, en se mettant à l'école de Marx, il comprend que, avec d'ailleurs une acuité qui force le respect vu l'état du corpus disponible de Marx à son époque, qui n'est pas du tout le même, il ne faudrait pas commettre un anachronisme en pensant qu'il avait accès aux mêmes sources de Marx que nous, on a accès à l'époque. Il comprend très bien qu'en fait, le social et le biologique, même si elles sont importantes toutes les deux pour penser le développement individuel, ne sont pas en fait des structures placées chacune dans leur ordre et qui vont intervenir diversement et à différents moments sur l'enfant, mais qu'en fait, dès l'origine, l'enfant est un être qui baigne dans le social et se construit à travers une espèce de dialectique permanente qui prend place en fait dans le social et dans ses structures. Et ça, à mon avis, c'est la grande force de Vallon, c'est que ça nous force en fait à revoir tous nos réflexes habituels pour penser un développement psychologique, parce que chez Vallon, on n'arrivera jamais à isoler une fonction psychologique ou même une étape du développement si on ne la comprend pas dans une espèce d'interaction permanente et contradictoire entre les structures sociales, les structures de l'individu et comment elles se co-construisent. Dans l'article, c'est ce que j'essaye de montrer, j'en dis un mot pour donner envie de le lire, avec la question de ce que Vallon, lui, appelle l'impéritie originelle du nouveau-né, c'est-à-dire la dépendance totale avec le milieu social et affectif, et les conséquences que ça va avoir, cette dépendance originelle, sur le développement du psychisme ultérieur. Ou encore, c'est ce que j'essaie de montrer aussi avec sa théorie de l'émotion, qui est une manifestation mais qui est aux manifestations psychiques, mais qui est au carrefour du biologique et du social, et dont on ne peut comprendre l'origine et la fonction qu'à travers les contradictions surmontées entre les besoins individuels et les impératifs sociaux. Et, pour ça, lire aujourd'hui Vallon avec des yeux et une formation de philosophe, où en philosophie, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi une certaine tendance à poser des grands concepts abstraits et à parfois être enfermé dans un rapport un peu ce que Pulitzer appellerait une mythologie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on confond, les fonctions prennent une vie propre ou les concepts prennent une vie propre et du coup, on va du ciel vers la terre, comme disaient Marx et Engels. Là, du point de vue de la psychologie et du développement individuel, Vallon est un antidote absolument décisif pour ça. Et du coup, exactement comme avec le travail de Marx et Engels, notamment à partir d'idéologie allemande, ça permet de sortir des angles morts ou des ornières idéologiques, on va dire, de la pensée du développement de l'enfant, et même plus généralement pour n'importe qui s'intéresse au rapport entre le cadre social et le développement individuel. Et d'ailleurs,
je le dis en passant, et j'en parle brièvement dans l'article, c'est ce qui ressort des échanges avec Piaget en 51. En 51, il y a une série d'articles qui sort où Piaget et Vallon se répondent et où Piaget, d'une certaine manière, essaye de faire la paix avec Vallon et de montrer que finalement, leurs systèmes ne sont pas si différents que ça, qu'il y a une complémentarité entre les deux, et que finalement, c'est une incompréhension un peu rapide de chaque côté qui explique ça. Et ce qui est très frappant pour le lecteur aujourd'hui, c'est de voir comme Vallon, d'une certaine manière, n'accepte pas la paix, pas au sens où il voudrait maintenir la controverse à tout prix, mais au sens où il dit, attention, la paix telle que la présente Piaget, c'est précisément mettre sous le tapis cette dialectique et cette contradiction et la présence du social dès la genèse la plus originelle du sujet. Les capacités qui vont le rendre sociable, dit Vallon, ont aussi besoin des structures sociales pour se développer. Et donc, poser une antériorité d'un espèce de noyau rationnel de l'enfant qui va progressivement faire entrer le social dans sa compréhension, en fait, c'est inverser les choses, au sens presque marxiste de l'idéologie, c'est inverser les rapports et ne pas voir qu'en fait, ces facultés-là du sujet ont tout autant besoin des structures sociales pour se développer. Et Vallon dit la preuve, c'est qu'il y a une diversité historique des structures mentales. Et s'il y a une diversité historique des structures mentales, c'est bien que les structures historiques et sociales jouent un rôle là-dedans. Et elles ne jouent pas un rôle juste de cadre temporaire, mais elles jouent un rôle dynamique et fonctionnel. Et donc ça, pour moi, ça force un peu à une révolution copernicienne à ce niveau-là, entre individus et milieu. Alors justement, s'il y a un cadre du social et historique du psychisme, en quoi aujourd'hui, finalement, l'héritage vallonien peut être particulièrement utile, autrement dit, quelle postérité par rapport, soit à la société dans laquelle on vit, qui n'est pas tout à fait la même que celle dans laquelle vivait Vallon, surtout quand il était jeune. Voilà. Oui, ça, c'est rien de le dire, évidemment. Moi, la question de la postérité, je pense qu'elle se pose selon trois modalités différentes. Le travail qui est engagé en sciences de l'éducation, par exemple, ou dans les réflexions sur l'orientation professionnelle et la pédagogie, moi, je pense que il y a là, alors encore une fois, c'est pas un champ totalement vierge, et il a commencé à être investi par Régis Ouvrier-Bonas, par Jean-Yves Rochex, par tous ces gens-là qui, depuis les sciences de l'éducation ou depuis les réflexions sur l'orientation professionnelle, redécouvrent avec beaucoup d'intérêt et nous redynamisent un petit peu le Vallon pour voir ces enjeux aujourd'hui. Mais là encore, il faudrait mesurer à quel point Vallon est en avance sur son temps. Dans son article de 1940 sur milieu familial et délinquance juvénile, on trouve cette phrase magnifique où il dit, après avoir montré en fait les impasses et les blocages épistémologiques de tous ceux qui ont un peu une tendance à l'idéisme ou à l'idée d'un don ou d'une prédétermination, il dit ce qu'il faudrait, c'est refaire un milieu à l'enfant, reconstruire un milieu à l'enfant. Et ça, je pense que pour les réflexions en éducation, en sciences de l'éducation, pour les références, surtout quand on voit parfois ce que la science de l'éducation devient dans les instituts du professorat, etc., où encore une fois, c'est de la psychologie sociale, mais à domination cognitiviste quand même. Je pense que là, les intuitions valloniennes sur les rapports entre enfance et milieu social, entre le rôle de l'institution scolaire dans la socialisation, etc., sont vraiment décisifs. Et parce que voilà, il faut se rendre compte quand même qu'en 1940, c'est quand même être assez en avance sur son temps de dire que les caractères, les réussites scolaires, etc., sont déterminés d'abord par le milieu. Ensuite, je pense qu'il y a une postérité évidente en psychologie, et ça, on la doit aux disciples de Vallon plus ou moins orthodoxes. Évidemment, on connaît toute l'équipe qui gravite autour de son laboratoire et de la revue Enfance, notamment Hélène Gracio-Alfandéry, René Zazot, bien sûr, qui fut même son successeur. Mais à mon avis, peut-être le plus important pour tout ce qui est des questions de rapport entre psychologie et philosophie ou psychologie et marxisme, c'est sans doute Philippe Malgrieux, qui va être le fondateur à l'université de Toulouse II du laboratoire personnalisation et changements sociaux en 67, qui a changé de nom depuis, et qui va faire école là-bas, en fait, et va former toute une génération de psychologues qui sont justement, on pourrait dire, comme on a les économistes hétérodoxes, un peu les psychologues hétérodoxes par rapport
par rapport à ce qu'est la norme de la psychologie universitaire et qui poursuivent ces travaux dans une perspective wallonienne. Alors bien sûr, comme tu l'as dit, Magrieux permet justement d'une certaine manière de redynamiser Vallon en l'adaptant aux enjeux sociaux. Mais Magrieux est toujours resté fidèle à cette idée de genèse conjointe entre le développement individuel et les structures sociales. On peut penser à Lerbeau Biombois ou Chantal Zaouche-Gaudron, par exemple, qui avaient participé au numéro de la pensée 2017 là, que tu as rappelé au début. Et puis, donc ça, pour moi, c'est très important, et dans l'idée d'une recherche sur la possibilité d'un rapprochement entre psychologie et marxisme, Magrieux, qui a quand même écrit un article qui s'appelle « Lire Marx quand on est psychologue » dans les années 80, est vraiment une référence absolument fondamentale. Et du coup, Magrieux me permet de dire aussi qu'il y a une postérité de Vallon en philosophie. Frédéric Fruto-Dlaclos, sous la direction duquel je travaille, a publié en 2012 un ouvrage intitulé « La psychologie des philosophes », qui est, à mon avis, absolument décisif aussi pour toutes ces questions-là, parce qu'il montre que l'héritage wallonien, couplé à celui d'Ignace Meyerson et de sa psychologie historique, par exemple, permettent de comprendre en fait à nouveau frais les grandes scansions habituelles de l'histoire de la philosophie française, qui passeraient du spiritualisme à l'existentialisme et au structuralisme. Et Frédéric Fruto a très très bien montré comment il y a une espèce là de matrice wallonieno-meyersonienne, il faudrait dire, qui en fait irrigue un peu de manière souterraine toute la philosophie française classique, que ce soit celle de Jean-Paul Sartre, qui est en débat avec le structuralisme de Lévi-Strauss et ses invariants historiques, ces structures qui ne bougent pas, qui a une grande importance aussi pour la psychologie clinique et les développements de la psychiatrie. Enfin, donc là, il y a une première postérité, et puis ensuite, et je termine là-dessus, il y a la postérité qui est à construire aussi, et qui reste encore à établir, même s'il y a déjà des choses qui ont été faites, avec le travail des marxistes, et en particulier avec celui de Lucien Sève, qui a publié en 69 un livre qui, à mon avis, d'une pertinence toujours abyssale, Marxisme et théorie de la personnalité. Sève a donné en fait une armature marxiste extrêmement solide et précise à toutes les questions et tous les enjeux de la théorie psychologique. Et c'est une matrice qui peut aussi bien être enrichie par le matériau psychologique issu des recherches de Vallon, de Meyerson, de Magrieux, etc. Et en même temps qu'elle peut venir libérer de certains impensés ou de certains angles morts de ces théories, précisément parce qu'elle s'appuie sur, alors là, un accès aux sources et une lecture de Marx qui sont véritablement, et qui lui ont permis en retour, en fait, d'être aussi en débat contre les traditions opposées à cette relecture anthropologique de Marx, celle d'Althusser, par exemple, avec son anti-humanisme théorique, ou celle de Garaudy ou de Schaff, avec au contraire une espèce d'humanisme philosophique abstrait à partir de Marx. Donc là, moi, mon pari, mais que je ne peux qu'annoncer et qui reste à construire, c'est qu'il y a quelque chose à bâtir en psychologie et marxisme, avec les structures de la subjectivité avec Vallon, les formes historiques de l'individualité avec Meyerson et son école, notamment Jean-Pierre Vernant, et puis bien sûr la matrice, on va dire, Politzer, Vygotsky, Sève, qui permet là carrément de construire l'armature psychologique générale. Mais bon, ça... Et voilà un beau programme, un beau la programme, suite, voilà. qui nous annonce une belle thèse. Et donc, je rappelle juste qu'on a évoqué le numéro de 2017, qui est le numéro 391, voilà. Et le numéro qui vient de sortir, le numéro 409, dans lequel vous avez écrit. Merci Benoît, et au plaisir de vous lire dans La Pensée et ailleurs.